Le thème de la journée, comme vous le savez, alors on l'a un petit peu défini dans la page là, en gros caractères. Au départ, c'était que peut-on attendre de l'astrologie, et puis j'ai quand même fait l'effort de poser un certain nombre de problématiques. Le thème central du colloque traitera notamment de l'astrologie entre savoir astronomique et pratique divinatoire, selon un schéma ternaire. Bon, ça c'est assez obscur, mais on va le préciser. Matière, forme, sens, et posera la question de son recentrage dans le rapport de signifiant au signifié des mots et des choses, du verbe et du réel. Comment définir l'astrologie? Serait-elle les musiques du psychisme? Devrait-on distinguer ou choisir entre une astrologie de l'espace qui localise et une astrologie du temps qui date? Je ne sais pas si ce texte est un petit peu hermétique vous parle, mais normalement ça devrait susciter des inspirations. Alors, à la différence des colloques qui sont généralement organisés, bon, on n'a pas distribué de temps de parole, on n'a pas distribué de sujets d'intervention. On va voir naître dans l'improvisation un certain nombre de problématiques qui vont prendre de l'espace dans notre relation. Donc parmi nous, il y aura des personnes qui auront des thèmes qui vont ressortir, et puis il y avait des personnes qui seront également peut-être plus amenées à se manifester que d'autres. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Alors, pourquoi a-t-on posé cette question? D'ailleurs, premièrement, c'est une question qui ne se pose pas uniquement aux astrologues. Hein. Je pense que vous avez bien compris que c'était avant tout une question que l'on peut se poser, au sujet de l'astrologie chez les gens qui ne sont pas astrologues et qui se disent que peut-on attendre de l'astrologie? Donc ce n'est pas uniquement nous qui devons nous poser cette question. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir cette question? Oui, moi, l'impression, c'est... Il faut fermer, Mireille. Là, à droite. Oui, c'est plus facile comme ça. Voilà. Bon, voilà. Donc, tout ça, c'était simplement des préliminaires qui ne seront peut-être même pas enregistrés d'ailleurs. Nous allons engager donc à présent le colloque sur le thème donc que peut-on attendre de l'astrologie, c'est-à-dire quel est son positionnement, est-ce qu'elle a les moyens de réaliser ses objectifs, parce que quand on attend quelque chose de quelqu'un, il faut encore qu'il en ait les moyens. On peut attendre quelque chose de quelqu'un et pour une raison ou pour une autre, il n'est pas en mesure de donner ce qu'on attend de lui. D'un savoir, alors à ce moment-là, il peut décevoir, ou alors le savoir peut proposer quelque chose qu'on n'attend pas de lui non plus. Il y a des gens qui proposent des choses, on leur dit mais c'est pas ce qu'on attend de vous. Donc peut-être que là où on l'attend, elle n'est pas là, et là où on ne l'attend pas, elle est là. Donc il y a un certain nombre de questions de ce genre qui se posent. D'autre part, est-ce que ce qu'on attend de l'astrologie, et qu'on obtient de l'astrologie éventuellement, est-ce que c'est ce que l'astrologie est censée donner? C'est-à-dire, est-ce qu'on attend d'elle ce qu'elle est censée donner véritablement? Est-ce que c'est pour cela qu'elle est faite? Je pense notamment, donc, par exemple, M. Mittelstadt, par exemple, je pense qu'il va nous dire, bon voilà, j'ai des clients qui viennent me voir, est-ce que l'astrologue n'a pas avant tout vocation à répondre aux questions de ses clients? Dans ce cas-là, c'est le client qui pose les règles du jeu, en quelque sorte. Alors, comment vous réagissez par rapport à la demande des clients, M. Axel Mittelstadt? Ah, je réponds maintenant. Oui. Non, oui, c'est ça. Je veux dire, comment vous gérez cette fameuse question là? On me demande quelque chose, on vient me voir pour quelque chose, on vient me voir en tant qu'astrologue, et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux répondre à ces questions? Est-ce que je peux aider les gens par rapport aux raisons pour lesquelles ils sont venus me voir, ou est-ce que je suis obligé de négocier avec eux pour arriver éventuellement à leur proposer ce que vraiment l'astrologie peut donner, et pas forcément ce qu'eux, ils imaginaient que l'astrologie pouvait donner? Oui, alors d'abord, peut-être, pour commencer, il faut que je dise que je pratique pas l'astrologie occidentale, je pratique l'astrologie de l'Inde, qui travaille avec donc, des données astronomiques différentes de l'astrologie occidentale. Et donc l'astrologie védique représente un des trois piliers de la science védique, qui est l'Ayurveda, la branche médicale, l'astrologie et le Hatha Yoga. Donc les trois branches sont très liées les unes avec les autres.
Et évidemment, dans le contexte de l'Inde, l'astrologie védique est basée sur le modèle de la réincarnation. Donc, les gens qui viennent, enfin, je ne peux pas dire que les gens croient à la réincarnation ou pas, mais les gens viennent avec une demande d'analyser la structure de leur âme au moment de la naissance. Je crois là que les astrologues essaient de faire ça. Donc, l'astrologie d'Autriche a son propre schéma, elle a ses grandes différences par rapport à l'astrologie occidentale. Donc, il y a une méthode, c'est très très cohérent, c'est pratiquement mathématique. Et la première partie de la consultation consiste à analyser la structure de l'âme. Voilà. Après ça, on passe à la deuxième partie qui est où est-ce que la personne se trouve actuellement avec les planètes qui étaient présentes au moment de sa naissance et les constellations des planètes au moment de la constellation. Troisième partie, les prévisions. Et la dernière partie, et ça c'est très beau, l'astrologie védique donc propose un menu de recommandations pour la personne pour s'harmoniser, c'est très concret, basé sur les 5 éléments, les terres, l'air, le feu, l'eau et la terre. Et donc les terres, ce sont les sons, c'est la musique, ce sont les voyelles, je vais en parler de la vocalisation védique. L'air, ce sont des mouvements, ce sont des mudras, on transmet en fonction du thème, des mouvements des mains que les personnes pourraient exécuter. Troisièmement, il y a des tests des couleurs. Quelle est la couleur que convient à cette personne? Quatrième, c'est nous, ce sont des oligo-éléments, ce sont ces et cinquième, donc, ce sont les huiles essentielles. Alors, ce qui est bien, que je ne sais pas si vous connaissez un peu l'Ayurveda, mais dans la science médicale et l'Ayurveda, donc il y a des médecins en Inde qui, comme les acupuncteurs, prennent le pouls. Et en fonction de la qualité de le pouls, ils peuvent repérer les 3 différents tempéraments qui, selon les écritures sacrées de l'Inde, alors caractérisent l'Inde. Donc il y a c'est Vata, Pitta et Kapha. Vata, c'est une combinaison des éléments l'éther et l'air. Pitta, c'est le feu. Et donc Kapha, c'est un peu comme ce que les Grecs appelaient les tempéraments phlegmatiques. C'est une combinaison de l'eau et des terres. Donc, pour simplifier, les 3 tempéraments représentent 3 différentes vélocités de la vie interne de la personne. Donc, l'astrologie védique permet, même si moi je ne peux pas prendre le pouls, je ne suis pas médecin, donc, mais l'astrologie védique permet de repérer avec une probabilité de 95% de tempérament des personnes, et en fonction de ce tempérament, donc, on peut donner des recommandations par rapport à l'alimentation, des colérants comme ça. Je m'arrête là. Et donc là, le problème que vous posez, enfin, bon, on n'a pas tellement l'intention de parler de questions techniques aujourd'hui, savoir si c'est... Il y a par exemple Madame Silvaggio, elle pratique une astrologie chinoise qui est enseignée notamment par François Villet, une combinaison de l'astrologie globale. Mais je veux dire, on va peut-être pas... Bien que le problème reste posé, effectivement, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, il faut se poser la question des outils et de la qualité des outils dont l'astrologie dispose. Et je propose qu'on propose ça dans un deuxième temps. Dans un premier temps, on va penser plutôt à la philosophie de la consultation, ou plutôt à la philosophie du positionnement, astrologie mondiale, astrologie individuelle. Et puis après, on se posera la question de savoir si l'astrologie a bien l'équipement qu'il faut pour cet objectif. Bon, on est obligé de serrer aussi bien les problèmes. Enfin, effectivement, bon, ça n'a pas d'importance que les uns ou les autres pratiquent plutôt une astrologie sidérale, une astrologie chinoise, au bout du compte, quelque part. Mais alors, je vous ai posé une question à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez, et pas seulement vous, à savoir, comment ça se passe là, justement, entre la demande du client et ce que vous êtes capable de lui donner? C'est un processus spontané. C'est spontané, c'est-à-dire que les personnes arrivent, et peut-être je pose une seule question au début, c'est-à-dire que il y a la conscience humaine, selon les sages de l'Inde, est profondément imprégnée par 3 catégories des émotions. C'est la peur, la tristesse et la colère.
Et la première question que je pose, et après ça, c'est juste écouter, dans votre vie, quelles émotions de ces trois émotions étaient prédominantes? Donc, les trois émotions vivent en chacun de nous, ça c'est clair, mais il y a parfois donc, des prépondérances, ça peut changer au cours de la vie. Et voilà, et après ça, voilà, il y a un processus spontané qui se dégage, et très souvent, ça dépend évidemment de l'ascendant de la personne. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un avec un ascendant en scorpion, selon des données astrologiques en védique, cette personne elle peut rester chez vous pendant 2 heures sans ouvrir la bouche. C'est pratiquement, il n'y a pas d'échange. Vous avez un Sagittaire, ascendant Sagittaire, et là, le mode de la communication est complètement différent. C'est pour cela, c'est spontané, ça se déroule et ça se passe toujours très très bien. Et je voudrais encore rajouter une chose, parce que vous vous intéressez au principe. Dans la science économique, il y a une branche qui s'appelle l'économétrie. Et là, on dit, voilà, une équation économétrique est bonne si elle est capable de prévoir, de prédire. Et je crois à l'astrologie, si elle veut se ranger parmi les sciences, ça doit être une science ou une approche qui est capable de prédire, de quelque part déceler des tendances dans la vie d'un individu en fonction de sa date de naissance, l'heure et le lieu. Et dernière remarque, c'est que est-ce que l'astrologie vraiment peut fonctionner sans qu'on accepte ouvertement ou secrètement le principe de hologramme? Alors en Inde, l'individu est considéré comme une condensation harmonieuse de tout l'univers. Et est-ce que nous portons en nous un zodiaque? Est-ce que le corps humain connaît les correspondances des planètes? Parce que si cette correspondance n'existait pas, on ne pourrait pas avoir une capacité de prévoyance ou de prédiction. Donc à la question qu'est-ce qu'on peut attendre de l'astrologie, vous répondez que l'astrologie nous permet de connaître les individus. Non, j'irai plus loin que ça, je dirais que l'astrologie, quelque part, nous ne sommes pas des médecins, mais on doit apporter une formation et des recommandations qui sont susceptibles à harmoniser les énergies dans la vie personnelle d'une personne. Oui, donc on sait bien ça. L'astrologie a un rapport avec la personne. Mais bien sûr. Non, attendez, on est là pour en discuter et pour y réfléchir. Donc on va mettre nos certitudes un petit peu à distance, puisque finalement c'est tout le débat. Parce qu'il y a quand même d'autres options pour l'astrologie que de s'intéresser aux individus et aux personnes, même si effectivement ça correspond au métier d'astrologue au sens classique du terme. Mais la question justement, cher monsieur, c'est aussi de se demander si cette pratique telle qu'elle est instituée est légitime par rapport à la vocation fondamentale de l'astrologie. Même si on peut constater que ça existe. Le fait que ça existe, c'est un constat phénoménologique, sociologique, mais ça ne veut pas dire forcément que ça épuise la question posée. Donc il faut réfléchir. Comment on peut, par exemple, si on se disait, par exemple, regardons l'astrologie, est-ce qu'en regardant l'astrologie, on peut savoir à quoi il sert? C'est par exemple, si je regarde ce verre, je me dis, il ne peut pas servir à n'importe quoi. Par la structure même du verre, je dois me dire qu'il doit être capable de contenir un liquide, par exemple. Mais il ne va pas servir à... C'est pas une assiette, c'est pas un couteau, c'est pas... voilà. Donc l'objet astrologique, est-ce qu'on peut l'étudier de façon à ce qu'on sache ce pourquoi il est fait? Tout en sachant que parfois on utilise les objets pour autre chose que pour ce qu'ils sont faits. Par exemple, je peux utiliser ce verre comme pot de fleurs. Je veux dire, on peut dévier l'utilisation de l'objet et ne pas lui donner l'application qui pourrait réellement correspondre à cet objet. Mais pour moi, c'est trop compliqué. Est-ce que c'est pas plus simple de dire, voilà, il y a quelqu'un qui nous approche, qui voudrait avoir une consultation astrologique, cette personne a besoin d'aide. Ok? Et cette demande d'aide, la question c'est, est-ce que nous, comme astrologues, nous sommes capables d'aider la personne d'une manière pas temporaire, mais structurelle, où on leur donne quelque part les moyens d'une réhabilitation intérieure. Donc, on n'est pas... c'est-à-dire que, quelle est la différence entre un psychothérapeute et un astrologue? Oui. D'accord? On est là pour servir autrui. On est là au service de l'autre personne. Oui.
Et ça, c'est important. C'est pas, pour moi, ça c'est tellement simple et clair, je ne peux pas travailler sans ressentir la souffrance de la personne qui passe me voir, avec cette peine. Mais est-ce que moi, si je peux le faire, est-ce que je peux vraiment l'aider? Oui. Et voilà. Non, il y a des personnes qui sont venues à l'astrologie dans cette pratique, dans cette idée-là, n'est-ce pas? Ils veulent avant tout aider les autres, et ils pensent que l'astrologie peut les aider, mais maintenant il peut y avoir d'autres motivations de faire de l'astrologie que celle-là. Donc, Qui sont lesquels? mais écoutez, on va en parler, monsieur. On n'est pas là. Autrement, on n'a plus qu'à s'arrêter. Et puis, si on est déjà d'accord dès le départ, surtout, ou si on est simplement pour consacrer un état de fait, je ne vois pas pourquoi on serait là, sinon on pourrait changer des recettes respectives. Donc, effectivement, on va ouvrir le débat. Hein, excusez-moi, on va ouvrir le débat. Peut-être qu'on arrivera à... On est là pour échanger. Toutes les personnes qui sont là n'ont pas le même avis que vous sur l'astrologie. Je l'espère. Bon, alors donc, par conséquent, ne soyez pas surpris si on se pose certaines questions. Alors, Valérie Darmandy. Alors, moi, ce que je voudrais rebondir, enfin, faire une liaison. On a différentes techniques d'approche. Donc, certains, c'est l'astrologie chinoise pour madame, l'astrologie védique. Je pense qu'il y a un point commun, il y a un tronc commun pour les astrologues, quelle que soit leur technique ou leur pratique. C'est qu'en fait, l'astrologie, elle est là pour reconstituer en fait, le fonctionnement de l'individu et éclairer à un moment donné, dans un instant donné. Donc, je pense que quand il y a une démarche personnelle d'un client vers un astrologue, le client, il est possible qu'il s'attende à une question, à une réponse satisfaisante par rapport à sa question, et quelquefois, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous, en tant qu'astrologue, on va reconstituer un climat, un climat présent, qui va peut-être mettre en lumière quelque chose de très différent de l'attente du client. Donc pour moi, le chemin de l'astro, c'est vraiment un guide avant tout et surtout une datation. Je pense que les clients attendent des dates, attendent quelque chose de pragmatique, attendent du concret. Ils font une démarche, non pas pour... Enfin, il y a la démarche du client pour savoir exactement pourquoi à ce moment-là le bas blesse, pourquoi il bloque, pourquoi il refait les mêmes schémas. Donc on est dans un système d'éclairage, on reconstitue son fonctionnement, mais toujours en actualisant le thème. Donc je pense qu'on est là pour amener une réponse par rapport à un moment très précis de l'individu et pour l'accompagner. Mais en dépit des techniques qui sont différentes pour chacun d'entre nous, je pense qu'on a ce point tous en commun, c'est d'amener le client à un éclairage au-delà de sa question. S'il pose une question, voilà, est-ce que dans un mois, dans 3 mois ou dans 6 mois, est-ce que ma situation va s'éclairer sur tel problème, que ce soit d'ordre financier, peu importe professionnel, je crois que le travail de l'astrologue, c'est aller au-delà de ces questions. C'est-à-dire de faire un plan large par rapport à des techniques qui nous sont données, qui sont tout à fait différentes. Autrement dit, on donc pourrait pour moi, dire c'est un éclairage. le client doit monter vers l'astrologie, vers l'astrologue, plutôt que l'astrologue descend vers le client. En fait, quelquefois, enfin, moi c'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas si on partage cet avis, c'est que quelquefois le client ou peu importe en fait, que ce soit la démarche, il pose une question, la réponse qu'il va avoir, parfois elle est totalement en adéquation avec sa question et l'astrologue va développer et dater, quelquefois ce n'est pas le cas. L'astrologue va faire un levier dans son thème et mettre le doigt sur quelque chose qui n'a pas été posé par le client. Donc pour moi, l'astrologie va au-delà d'une question. Alors, Anne Verne. J'aimerais ajouter quelque chose. Je pense que quand quelqu'un vient nous voir, il a envie de connaître une réponse à une question qu'il se pose et la réponse lui échappe. En fait, il a envie de lever le voile sur quelque chose qu'il ne peut pas savoir, qu'il n'arrive pas à connaître. Donc il s'adresse à quelqu'un, alors astrologue, mais ça peut être des gens qui pratiquent d'autres sciences, si on peut les appeler sciences, parce qu'ils veulent connaître quelque chose qui leur est caché. Et puisqu'on parle d'astrologie, l'astrologie met en correspondance les planètes du zodiaque et le zodiaque avec, par analogie et par correspondance, avec l'homme, chaque homme, chacun qui pose des questions, et à travers ces correspondances, on cherche à répondre à la question du client, la personne qui est en face de nous, et effectivement la réponse ne correspond pas
à ce que le client en question aimerait entendre. Mais après, c'est dans toute la pratique de l'échange, de l'écoute. Et en fait, il faut questionner les questions du client pour que le client arrive. Vous parliez de est-ce que le client doit se mettre à la portée de l'astrologue, au niveau de l'astrologue, ou l'astrologue au niveau du client. C'est bien évidemment l'astrologue qui doit se mettre au niveau du client, mais qui doit l'accompagner dans son interrogation et dans la compréhension des réponses qu'on va être amené à lui donner, à lui faire. Et je ne sais pas si on peut faire de la prédiction, en tout cas pour moi je ne sais pas. Moi je peux plutôt faire de la prévision. Je ferai un petit bémol entre les deux parce que je ne vois pas. J'arrive à lire mais je ne vois pas. Justement, prévision, dans le mot prévision, il y a déjà le mot voir, c'est paradoxal. Mais bon, on n'a pas pu pénailler sur la question de prédire. Je sais que c'est très à la mode de dire on ne prévoit pas, mais on prévoit mais je sais que les Américains, eux, dans leur langage scientifique, ils emploient le mot prediction pour au niveau scientifique. Donc c'est un faux débat. Hein, c'est un faux débat. C'est pas ça qui Pas tout à fait, pas tout à fait. Je suis pas d'accord sur le faux débat. Valérie disait quelque chose de très juste. Dans prédiction, il y a quelque chose de fermé. Dans prévision, il y a quelque chose d'ouvert, qui inclut le libre arbitre de la personne qui vient consulter. Et en fait, tout cela est basé sur l'échange entre deux personnes qui cherchent. Oui, non, je suis d'accord, mais ça, c'est le sens que vous accordez au mot. Mais le mot ne veut pas dire ça, c'est ça que je veux dire. Parce que dans d'autres langues, et même dans d'autres langues, dans les milieux scientifiques qui ne cherchent pas à faire de la voyance, ils emploient le mot prédiction, et to predict, c'est le mot qu'ils emploient. Et donc, nous, en France, on s'est polarisé là-dessus, mais en réalité, d'ailleurs, le mot dire, comme tu viens de le dire à l'instant en plaisantant, mais dans prévoir, il y a voir. Justement, dire, c'est moins grave que voir. Donc, il faudrait savoir ce qu'on dit. Donc, celui qui est voyant, il serait plutôt dans la prévision, justement, puisque c'est la voyance, c'est voir. Donc, moi, je préfère employer le mot prédire, qui n'a pas de connotation de vision ni de voyance. Donc, on pourrait. Prédire. Comment? Ça fait un peu peur. Oui, mais enfin, je veux dire, bon, on va laisser de côté ce point-là, c'est pas les mots qui résolvent. Enfin, les météorologues font des prévisions, et ce ne sont pas des voyants. Qu'est-ce qu'on prédit? On ne peut que prédire des tendances. Voilà, merci monsieur. Puis vous qui êtes d'origine allemande, pour vous, le mot, vous avez employé spontanément le mot prédire, parce qu'effectivement, c'est un mot qui a dans le milieu astrologique depuis quelques années, parce que je sais que si on lit les astrologues des années 50, ils emploient le mot prédiction. Donc, si vous voulez, ça c'est une mode de langagière qui n'a pas une grande importance et qui ne suffit pas à épuiser la discussion. Mais c'est quand même important d'identifier l'objet qui est prédit. Et voilà, donc, alors, on ne peut que prédire les tendances. Voilà. Et après ça se complique, parce que dans la mesure, si donc quelque part, on identifie quelques tendances, ça veut dire un événement auquel on attache un certain degré de probabilité de réalisation dans l'avenir, là, on ne sait vraiment rien du tout, mais dans la mesure où les clients intègrent les messages qui ressortent de cette prédiction, son comportement automatiquement va changer dans l'avenir, et en faisant ça, la tendance prédite, quelque part, ne va pas s'actualiser. Donc, l'avenir change au moment où l'information qui est donnée par l'astrologue au client. Il y a une interaction. Voilà, donc c'est pour ça, parfois, les gens téléphonent, ce que vous m'avez prédit, ça c'est pas Parce que vous m'avez réalisé, voilà. Voilà. Et j'ai dit, mais comment allez-vous? Non, ça va très bien. Donc la personne, quelque part, a pris des réponses, il a une réaction par rapport à cette consultation où le trajet dans l'avenir a été changé, et l'événement prédit, la tendance n'a pas pu se réaliser. Ça, c'est très important de réaliser l'impact que la consultation, l'énergie de la consultation elle-même peut avoir sur l'avenir de la personne. Alors, donc, la question, effectivement, de savoir... Bon, la question qui me préoccupait, c'était surtout une autre question, c'était la question de l'utilisation de l'astrologie par-delà les questionnements individuels. À savoir, c'est un des débats qui est évidemment au cœur de ce colloque, c'est-à-dire le rapport entre astrologie mondiale et astrologie individuelle. Alors, est-ce que l'astrologie individuelle est une application de l'astrologie mondiale? Est-ce qu'elle vient en second par rapport à l'astrologie mondiale?
Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'astrologie mondiale qui est relativement plus simple, et puis il y a une autre astrologie qui s'est greffée dessus et qui va aller au-delà vers la précision individuelle. Donc c'est aussi un problème de représentation du champ même de l'astrologie, aller du global et du mondial vers l'individuel. Bon. Mais le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des astrologues individuels qui pensent que l'astrologie mondiale est un phénomène tout à fait secondaire et dont on peut tout à fait se passer. Donc il y a véritablement, c'est une des raisons de ce colloque d'ailleurs, il y a véritablement une mise au point à faire à ce niveau-là, non seulement dans le milieu astrologique lui-même, mais également dans la formation, dans l'enseignement. Est-ce qu'on peut se précipiter dans l'astrologie individuelle avant d'avoir établi des bases, d'autant plus que l'individu est aussi quelqu'un qui appartient au collectif. Aujourd'hui, par exemple, on le voit à quel point, on le voit de manière magistrale actuellement. On voit bien que, d'ailleurs même des gens comme Morin de Villefranche ou d'autres astrologues du début du siècle disaient qu'il y a des constitutions universelles et puis il y a les constitutions individuelles. Donc c'est dans un deuxième temps qu'on passe au plan de l'individu, c'est pas dans un premier temps. Et si on n'a pas déjà défini le global, on ne va pas vraiment avoir une approche cohérente de l'individuel. En tout cas, ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, en Libye et ailleurs, on dépasse complètement les enjeux individuels. Ce qui se passe au Japon, on dépasse complètement les enjeux, c'est des phénomènes collectifs. Les gens c'est un destin collectif, un destin de groupe. Marie-Louise Sondaz, qui est une des grandes astrologues des années 50, une des premières femmes astrologues d'ailleurs, disait bien qu'il fallait distinguer le destin de groupe et le destin individuel. Nous avons deux destins. Et il faut articuler l'un par rapport à l'autre. Il serait même dans une foule de 100 000 personnes qui va se retrouver au Caire ou qui est embarquée, qui est emportée par un tremblement de terre, on ne va pas étudier à ce niveau-là les thèmes individuels. Hein. Donc il faudrait quand même un petit peu se calmer à ce niveau-là. Il y a des enjeux considérables au niveau collectif. Actuellement, je crois qu'on pourrait presque dire que les événements actuels sont là pour rappeler les astrologues sur ce sujet. C'est-à-dire pour les ramener à une certaine humilité en leur disant, écoutez, oui, vous êtes bien gentils avec votre thème individuel, mais là, on est autre chose. C'est comme, moi, je considère qu'on est actuellement en train de recevoir une leçon d'astrologie, de l'histoire, du monde. Actuellement, il faut que les astrologues ouvrent leurs oreilles et regardent autour d'eux et voient qu'effectivement, il faut replacer les choses dans une bonne perspective et que l'individu n'est pas forcément au cœur du système. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, un personnage comme Kadhafi, par exemple, c'est l'individu face au collectif. Donc, en fin de compte, quelque part, l'individu, c'est aussi le chef, c'est aussi le roi. Et je vous rappelle qu'effectivement, les premiers thèmes ont été établis plutôt pour les grands et pas pour tout le monde. Donc là aussi, il y a eu des évolutions sur lesquelles il faut peut-être un petit peu revenir, parce que l'idée de faire le thème d'une personne, vous n'avez qu'à regarder déjà la structure même des 12 maisons, c'est une structure qui renvoie presque implicitement à un grand personnage, qui a de la famille, qui a des serviteurs, qui a une carrière. C'est-à-dire que c'est presque le pater familias, c'est un thème de chef, c'est un thème de quelqu'un qui a une autorité qui dépasse, il y a toutes sortes de personnages qui gravitent dans le thème astral, dans les maisons. Donc c'est comme si quelqu'un était au centre d'une petite société et rayonnait autour de cette société. Donc c'est pas n'importe qui. Il y a des personnes, le serviteur, par exemple, il n'est jamais qu'au service, il est qu'au service de la maison de son maître. Il n'a pas forcément droit à un thème astral. Donc effectivement, cela dit, au XXe siècle, on a, et notamment avec des gens comme Rudyard, mais bien, bon, on a débloqué ce truc-là et on a dit non, finalement, tout le monde doit avoir un thème. Mais c'est une démarche qui fait problème quelque part pour l'astrologie. C'est une démarche qui va, une démarche qui s'inscrit dans l'histoire de l'astrologie, effectivement, mais qui n'est pas au départ de l'histoire de l'astrologie, et qui oblige l'astrologie à être à la fois dans le global et dans l'individuel, ce qui est une espèce de grand écart qui, d'un point de vue scientifique et épistémologique, est quasiment ingérable. Il n'est pas possible d'être à la fois qu'une même science puisse parler, qu'un modèle puisse être à la fois un modèle qui a une valeur globale et un modèle individuel. Il y a quelque chose là, il y a une sorte de distorsion, de clivage entre deux points de vue, deux positions de l'astrologie qui brouille quelque part l'image de l'astrologie et donc qui interpelle, par exemple, entre autres exemples, les horoscopes des journaux.
Michel de Viter, qui est spécialiste de horoscopes, etc. Les horoscopes des journaux nous parlent d'une astrologie du collectif également, quelque part. En tout cas, pas un collectif universel, mais un collectif. Il y a les gens de tel site, etc. Alors, évidemment, là aussi, il y a une guerre, n'est-ce pas? Tout à l'heure, j'ai signalé le problème de prédire, parce que ça aussi, c'est une guerre. Alors, il y a des guerres comme ça, larvées, entre astrologues, ceux qui veulent plus, ceux qui veulent moins. Il y a des guerres, alors, il y a une sorte de guerre qui vont ressortir forcément de cette réunion. Alors là, effectivement, la guerre, c'est attention, qu'est-ce que ça veut dire être du bélier ou du taureau, en fait, il faut faire son thème, etc. Je ne suis pas du tout en train de prendre parti, mais je vous montre qu'il y a là, au niveau du grand public, le public, il ne sait plus très bien où il en est. Alors, est-ce que l'astrologie, c'est une façon de dire aux gens dans quelle catégorie ils sont, dans quel grand groupe ils sont, ou de leur dire quelle est leur particularité individuelle? Alors les gens, ils ne savent plus très bien. Est-ce que l'astrologie, c'est d'annoncer la révolution en Tunisie ou en Égypte, ou est-ce que d'annoncer le mariage de Madame Michmuch dans une semaine? Donc on ne sait pas très bien, l'image est brouillée. Madame Vita? Moi, je voudrais juste apporter une petite précision, c'est que la pratique, enfin, le fait d'écrire des horoscopes dans les journaux peut sembler quelque chose de collectif, mais que c'est quand même ramené à la personne. C'est juste le fait d'écrire comme ça qui oblige à considérer tel signe, et donc on est évidemment qu'on n'est pas dans le cadre aussi individuel que dans celui d'une consultation, mais malgré tout, on le fait dans le but que chacun puisse s'y retrouver, voilà. Essayer de se situer, c'est le même texte, par rapport à ça. C'est le même texte que chacun reprend et comprend à sa façon. Oui, mais bah oui. C'est le début de classification. Un petit peu, oui. Mais je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais je ne pense pas, moi, que l'astrologie mondiale s'oppose à l'astrologie individuelle ou qu'il y ait une prééminence de l'un ou de l'autre. Je pense que les deux peuvent exister, que l'astrologie mondiale serait plus de l'ordre sociologique, c'est-à-dire essayer d'étudier différents phénomènes autant qu'on le puisse, et quelquefois c'est extrêmement difficile, parce que la question est quand même de savoir sur quoi s'appuie-t-on pour prévoir la révolution en Tunisie ou en Libye, etc. Sur quoi s'appuie-t-on? Si on ne parle que des mouvements des planètes ou des cycles, c'est très très difficile. On voit bien quand même tous ceux qui se sont essayés à cet exercice très brillamment, comme André Barbeau, etc., que ça a quand même des limites. Bon, maintenant, l'astrologie individuelle, qui est celle, comme l'expliquait les confrères, en fait, des demandes que des personnes nous font, qui se situent sur plusieurs strates, c'est-à-dire qu'on part du principe que l'astrologie va apporter une information, enfin que l'astrologie est capable d'apporter une information, et que ensuite c'est à nous, astrologues, peut-être d'identifier quelle est la demande de la personne qui est en face de nous, ce qu'elle veut, ce qu'elle est capable d'entendre. Et là, on se trouve simplement dans une science humaine, enfin, je pense. C'est-à-dire qu'il y a une interaction évidente de l'astrologue et de celui qui consulte, avec le feeling, l'intuition, enfin, tout ce qui peut se passer entre deux personnes, partant bien sûr sur la base de notre discipline, enfin de la connaissance. Mais qu'est-ce que la personne veut vraiment en face de nous? Qu'est-elle capable d'entendre? Que veut-elle savoir exactement? Et des fois, c'est pas si clair quand même. Peut-être que idéalement, enfin moi je parle sur ma modeste pratique, ça serait que les consultants viennent nous voir parce qu'ils sont curieux de savoir ce que notre discipline peut leur apporter, et sans avoir de questions trop précises. Après, c'est souvent plus compliqué, parce que vous avez quelqu'un qui vous pose une question, et vous disiez très justement que il faudrait essayer d'aller au-delà parfois de cette... Mais le peut-on? Et la personne va-t-elle vouloir ou pouvoir? Voilà. Et parfois c'est là qu'il peut y avoir en effet certains décalages, où après on vient vous dire mais c'était pas ça du tout, ou comme vous le disiez qu'il y a eu comme un espèce de déplacement, c'est-à-dire que la personne ait entendu ce qu'elle voulait entendre ou ce qu'elle pouvait entendre, et qu'elle se réapproprie finalement. Mais ça c'est ce qui se passe dans les sciences humaines. On peut peut-être rapprocher ça de la psychologie ou de tout ce qui vient de ça. Madame, j'étais très... Alors, moi, je vais faire un petit résumé des différentes questions qui ont été posées. Effectivement,
effectivement, la différence entre le cosmos et nous, finalement, on en fait partie, donc on est un grand tout, si je puis dire. Et c'est vrai que les configurations astrales mondiales du moment touchent plus ou moins durement certains pays, de même qu'elles touchent plus ou moins durement certaines personnes qui ne sont pas forcément touchées sur leur planète rapide, pour parler un petit peu technique, par les configurations très difficiles qui se trouvent en ce moment au niveau céleste. Donc ça, c'est très individuel et à la fois très global, parce qu'effectivement, il y a des pays qui ont des thèmes qui sont hyper concernés en ce moment, d'autres moins, puisqu'on tente à penser que les pays, tout comme les sociétés, ont des thèmes personnels. Donc, à partir de cela, on voit que effectivement, ces configurations astrales qui sont très difficiles du moment vont toucher plus, certains pays plus que d'autres. Maintenant, c'est vrai que l'astrologie mondiale est très intéressante en elle-même, tout le monde ne la pratique pas, et moi je ne la pratique pas, j'ai des connaissances, mais voilà, ça s'arrête là. Je fais plutôt de l'individuel, sauf à dire qu'on voit que effectivement c'est interconnecté puisqu'on fait partie d'un grand tout, et que certains vont l'être plus que d'autres. Donc ça c'était pour répondre à la première question et ne pas forcément opposer effectivement la mondiale à l'individuel, puisqu'elles s'interconnectent. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'astrologie? Je dirais le meilleur comme le pire, ça dépend un petit peu de la formation de chacun, et ça dépend de l'état d'esprit et puis du niveau de conscience aussi de la personne qui va faire la consultation. Parce qu'on ne parle pas à tout le monde de la même manière, et c'est vrai que quand vous disiez qu'on n'est pas là forcément que pour répondre à une question, c'est pour ça que moi je fais des consultations qui durent souvent 1h30 à 2 heures, de manière à voir vraiment à qui j'ai affaire et à, si je puis dire, prendre tous les paramètres des différents champs d'expérience d'une personne avant de répondre à une question. Parce qu'on ne parle pas, c'est ce que vous disiez, à tout le monde de la même manière, et quelquefois la question posée n'est pas la véritable question. Donc il faut vraiment voir un petit peu, et ça c'est le travail de l'astrologue, de voir déjà globalement un petit peu la personnalité, les tendances, etc., les configurations qui sont difficiles et quel champ ça touche plus particulièrement. Ça c'est aussi voilà, le travail de l'astrologue. Mais quand on va encore plus loin que cela, si la personne vient vous poser la question du prédictionnel, à savoir est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, si on voit que dans son thème, vraisemblablement, elle a des configurations qui font qu'à chaque fois elle se remet dans un cri catastrophique, à quoi ça sert qu'elle rencontre une quatrième personne si elle doit faire les mêmes erreurs que les 3 premières fois? Voilà. Donc il y a tout un travail aussi psychologique d'explication à faire, à dire attendez, l'important n'est pas forcément que vous rencontriez quelqu'un, mais que vous rencontriez plutôt une personne qui va vous convenir et vous apporter quelque chose. Mais pour ça, il faut peut-être passer par une conscientisation du pourquoi, du comment. Elle se remet toujours dans la même galère si c'en est une. Donc voilà, c'est très vaste à la fois. Et c'est vrai que le prédictionnel, c'est très bien. C'est 9 fois sur 10 ce pourquoi viennent vous consulter les gens. C'est très rare. Bon, peut-être que dans les années 80, les gens venaient vous voir en disant, ben voilà, dans quelle étagère, qui suis-je, etc. Sauf à dire que maintenant, la période est tellement difficile que les gens ont des vrais questionnements avec des vrais problèmes, on va dire. Je ne dis pas qu'avant, ils n'avaient pas des vrais problèmes. Sauf à dire qu'ils ne viennent pas forcément pour une consulte psychologique, entre guillemets. Il faut faire très attention à ça parce qu'on n'est pas des psychologues ou des psychiatres. Donc j'utilise les mots avec beaucoup de parcimonie parce qu'on peut très facilement être ennuyé sur nos déclarations. Sauf à dire que toutes les astrologies, effectivement, ont une partie psychologique, médicale, etc., qu'on ne dit pas forcément, qu'on n'utilise pas tous non plus. Alors à notre degré, parce qu'on voit effectivement les valeurs tempéramentales qui sont de base à peu près, je pense, dans toutes les astrologies. C'est-à-dire avant les médecins, quand l'astrologie était enseignée à la Sorbonne en même temps que la médecine, au 15e, 16e siècle, je veux dire, on faisait attention effectivement au tempérament de base avant de donner un médicament. Enfin, à l'époque, les médicaments n'étaient pas ce qu'ils sont à l'heure actuelle, mais il y a des médecins à l'heure actuelle qui prennent en compte effectivement les tempéraments, et c'est très bien parce que quelqu'un de lymphatique ne va pas réagir comme quelqu'un de milieu ou comme un autre tempérament. Donc, ce serait très intéressant, effectivement, et très complémentaire de les adjuver de nouveau. Sauf à dire que
on est en ce moment dans un grand clivage de séparation et qu'on n'a pas forcément, nous, le droit d'intervenir dans les milieux, entre guillemets, médicaux, mais qu'on est là, effectivement, pour être très humble, très modeste, même si par ailleurs, certaines formes d'astrologie nodale, etc., donnent des indications assez précises à ce sujet. On doit être très prudent dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait. Donc, ceci étant posé, je pense que l'astrologie, effectivement, une fois le travail de fond exercé, quelle que soit l'astrologie qu'on pratique, et toutes les astrologies sont complémentaires et elles ont toutes quelque chose de très intéressant, sauf qu'on n'aborde pas les problématiques de la même manière. L'important, c'est d'amener quelque chose à la personne, si possible se connaître mieux soi-même, d'amener effectivement des éclairages sur certaines zones obscures d'un tempérament, par exemple, je dis, bon, ceux qui sont un petit peu qui font d'astrologie occidentale, une conjonction Mars-Pluton, ça peut être par exemple une force énorme, comme ça peut aussi être de la destruction et de l'autodestruction. Et notre travail, peut-être, consiste à dire à la personne, voilà, vous avez une force énorme, sauf à savoir, il faut que vous sachiez, de préférence d'après les autres éléments du thème, où vous pouvez la canaliser et l'utiliser au mieux. Donc, notre champ notre travail est immense, ça veut dire que chaque consultation est très différente, sauf à dire que pour ma part, et je pense que mes collègues travaillent aussi pareil, ça veut dire qu'on fait un tour d'horizon global de la personne avant, effectivement, d'entrer dans un champ très spécifique. Sauf après à répondre à des questions-réponses qui est plus du domaine du tarot, etc., des sciences divinatoires qui peuvent faire de l'instantané. En occidental, on peut effectivement répondre à une question-réponse à partir du moment où on a fait déjà préalablement un autre jour ou lors d'une autre séance le thème complet d'une personne, parce que sinon on risque de se fourvoyer. Donc moi je pratique à la fois l'astrologie occidentale, globale et humaniste. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologie dans l'histoire, puisque c'est issu des travaux de Carl Gustav Jung repris par Rupert Tirugia. Donc ça c'est très intéressant. L'astrologie globale de Claire Sant'Agostini permet de synthétiser très rapidement, je veux dire, de voir les principaux problèmes et échappatoires d'un thème, si je puis dire, et l'astrologie chinoise à l'ancienne, on va passer peut-être un petit peu de choses tout à l'heure. On a 12 maisons et dedans, au lieu que ce soit des planètes, ce sont des énergies que l'on entrecroise et que l'on mêle aussi avec ce qui équivaut à nos transits, ça veut dire des mobiles, ce qu'on a ici au milieu du thème. Bon, ce sont des manières toujours différentes de faire les choses, mais le fonctionnement est le même. Sauf à dire qu'ici, on a les cycles directement positionnés et que l'on voit a priori du premier coup d'œil toute la vie de la personne. Donc voilà, c'est une synthèse un petit peu plus rapide, on va dire qu'en 10 minutes, ou en 5 minutes, ou en 3 minutes, si vraiment je suis très pressée, je vais voir a priori quels sont les champs d'expérience qui sont difficultueux chez la personne et grosso modo à quelle personnalité à quelle typologie elle appartient, beaucoup plus rapidement qu'en occidental. Voilà.